Je m'appelle Ellis Ward. Je croyais en la loyauté, en la famille. Je croyais en Ava, ma femme depuis 4 ans. Nous n'étions pas parfaits, mais je pensais que nous construisions quelque chose de réel, de tangible. Nous nous disputions, certes, le genre de dispute qui éclatait et s'estompait à propos de choses comme les corvées ou à qui s'occupait de la liste des courses. Mais même dans ces moments-là, il y avait cette compréhension entre nous. Ce lien de confiance que l'on croyait capable de maintenir sous la pression. Chaque soir, nous étions allongés l'un à côté de l'autre, emmêlés, partageant chaleur et rêve. Ava posait sa tête sur ma poitrine et murmurait, « Nous écrivons notre histoire. » Et je la croyais. Mon Dieu, je la croyais. Nous parlions d'enfants tout le temps. 2, peut-être 3. Elle avait noté des noms dans l'application note de son téléphone, Elliot si c'était un garçon, Isla si c'était une fille. Elle me montrait des tableaux Pinterest remplis d'idées pour la chambre de bébé, des crèmes douces et des versos. Elle choisissait les échantillons de peinture. Je parcourais les sites d'avis à la recherche des berceaux les plus sûrs. Il y avait même une poussette que nous avions mise en favori ensemble. Élégante, tout-terrain, hors de prix, mais pourtant parfaite. Chaque choix semblait une petite promesse cousue dans la trame de notre avenir. Et pendant un temps, nous nous sommes sentis en sécurité, solides, comme si nous avancions sur le même chemin, côte à côte, main dans la main. Mais le problème avec la sécurité, c'est sa fragilité, sa rapidité à laquelle elle peut disparaître. Tout a commencé par une visite chez le médecin, un de ces examens de routine qui se transforment en quelque chose de plus grave. Ava s'inquiétait du timing, des cycles, de tout ce que nous pensions maîtriser. Alors, nous sommes allés toutes les deux faire des examens, juste pour être sûrs. Je me souviens parfaitement du cabinet médical, des murs blancs, des peintures au ton neutre, du péché d'antiseptique qui tentait de masquer la tension ambiante. Nous nous tenions la main. Elle plaisantait sur le fait qu'elle avait besoin d'un café après, mais quand les résultats sont tombés, ce n'était pas elle. C'était moi. Faible taux de globules blancs. Faible motilité, infertilité masculine, a dit le médecin comme s'il lisait un menu de déjeuner. Aucune émotion, juste des faits. Et soudain, quelque chose en moi s'est brisé. Ce fut un choc silencieux, de ceux qu'on ressent avant de les entendre. Ava serra ma main plus fort, se pencha et murmura, « Peu importe. Je te choisis quand même. » Mais sa voix tremblait, juste assez pour que je le remarque, juste assez pour me faire peur. Dans les semaines qui suivirent, j'essayais de rester forte. J'ai ravalé la douleur, masqué la culpabilité, mais au fond de moi, j'avais l'impression de l'avoir trahi. De nous avoir trahis. Chaque fois que je la regardais, je voyais une déception qu'elle refusait d'admettre à voix haute. Chaque fois que je touchais son ventre, je pensais à ce qui ne pouvait pas y pousser. J'ai fait des recherches sur les spécialistes, les régimes, les traitements holistiques. J'ai arrêté le café, commencé à prendre des vitamines, et même commandé des tisanes qui sentaient le bois humide. Ava disait que ce n'était pas ça, mais que j'avais besoin de croire que je pouvais arranger les choses, parce que les hommes arrangent les choses, non? C'est ce qu'on nous apprend. On résout, on répare, on se bat, mais certaines choses ne peuvent pas être réparées. Pas comme on le souhaite. Au début, Ava était gentille, douce. Elle me caressait les cheveux et me disait que ce n'était pas ma faute. Elle m'embrassait sur le front et m'appelait son cœur. Mais peu à peu, la chaleur s'est dissipée. Nos conversations sur l'avenir se sont taries. Fini les conversations enfantines. Fini les tableaux Pinterest. Le berceau qu'elle aimait autrefois a disparu de ses favoris. Un silence pesant et chargé a pris sa place. Et quand elle parlait, ses mots étaient tranchants. Peut-être que si tu te concentrais davantage sur ta santé. Tu as été un peu démotivé ces derniers temps. Il nous faut plus d'ambition dans cette maison. Chaque coup de poignard était comme une aiguille sous la peau. Aigu, précis, impossible à ignorer. J'essayais d'en rire. J'essayais de me rappeler que le deuil ne se fait pas toujours noir. Il se cache parfois derrière le sarcasme. Mais la vérité transparaissait dans son ton. Elle ne pleurait pas seulement le diagnostic. Elle me pleurait. Pourtant, je restais parce que je croyais en ce que nous avions. Parce que je pensais que l'amour existait pendant les tempêtes, même quand on est celui qui subit les assauts. Je continuais à lui apporter des fleurs. Des petits gestes. Ses casans aux amandes préférées le samedi. Des mots manuscrits sur le miroir de la salle de bain.
J'ai même repeint la chambre de la couleur qu'elle avait mentionnée un jour en rentrant à la maison. Du lin chaud. Elle ne l'a pas remarqué. Ou peut-être l'a-t-elle remarqué, mais a choisi de ne pas réagir. Son affection est devenue transactionnelle. Un bisou sur la joue si je faisais la vaisselle. Un sourire forcé pendant une soirée cinéma. Elle a fait défiler les pages. Et puis il y avait le téléphone. Le sien toujours face cachée. Toujours à vibrer quand elle était sous la douche ou avec les filles. Je la voyais incliner l'écran loin de moi. Des glissements rapides, des rires brefs qui ne m'étaient pas destinés. Mon cœur ne voulait pas en arriver là, mais mon instinct le savait. Quelque chose clochait. Quelqu'un d'autre était impliqué dans notre histoire. J'aurais dû demander. J'aurais dû regarder, mais je ne l'ai pas fait parce que je voulais croire qu'elle était sincère quand elle disait « Je te choisis quand même ». Mais ses yeux étaient déjà ailleurs. Ils cessaient de me suivre dans la pièce quand je bougeais. Ils cessaient de s'illuminer quand je la faisais rire. Ils ont cessé de me voir non seulement comme un homme, mais aussi comme leur partenaire. Et le plus cruel, c'est que j'ai continué à essayer. Je la tenais constamment dans mon lit pendant qu'elle détournait le regard. Je planifiais des rendez-vous qu'elle annulerait à la dernière minute. Je faisais semblant d'être suffisant alors qu'elle avait déjà décidé que non. Et pourtant, je l'aimais. Pourtant, je me souvenais du jour de notre mariage, de la façon dont elle me regardait comme si j'étais elle pour toujours. Je repensais à ses vœux, à la façon dont sa voix se brisait sous l'effet d'une foi inébranlable. Je me souvenais du premier appartement que nous avons partagé, de la bibliothèque Ikea que nous ne comprenions pas, de la nuit où nous étions allongés par terre dans le salon à manger des aliments dans des assiettes en carton. Je me souvenais de la vie que nous nous étions promise. Mais les promesses ne protègent pas des déceptions. Et l'amour, le véritable amour, ne revient pas toujours, malgré toutes les prières. La vérité, c'est que le diagnostic ne nous a pas brisés. Il nous a exposés. Il a levé le voile et révélé ce qui était vraiment là et ce qui ne l'était pas. Je pensais que nous étions forts, mais peut-être que nous n'étions stables que lorsque les choses allaient bien. Je pensais que le pire, c'était de ne pas pouvoir lui donner d'enfant. Mais le pire, c'est qu'elle ne m'a jamais dit qu'elle avait arrêté d'essayer. Elle m'a laissé seul avec le poids de la vie que nous nous étions promise. Pas un seul instant ne m'a permis de dire, c'est là que tout a basculé. C'était plus lent que ça, comme une petite crevaison dans un pneu, à peine perceptible jusqu'à ce qu'on se retrouve coincé au milieu de nulle part, à se demander comment on a pu passer à côté de tous les signes. Après le diagnostic, Ava n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est juste calmée, comme si on avait baissé le thermostat de son âme. Au début, j'ai cru que c'était du chagrin. Nous étions toutes les deux en deuil, n'est-ce pas? L'enfant que nous ne pouvions pas avoir. L'avenir qui semblait si réel, il fallait attendre, mais ensuite le ton de sa voix a changé. Il a perdu sa douceur. Il n'y avait plus de colère, plus de passion, juste de l'indifférence déguisée en maturité. On trouvera une solution, a-t-elle dit. Sauf qu'elle ne voulait plus jamais en parler. La femme qui m'entraînait autrefois dans les magasins pour bébés juste pour me faire une idée de ce qui m'attendait maintenant, avec les publicités pour les tout-petits. Elle ne s'endormait plus sur mon épaule. Son corps se recroquevillait à l'autre bout du lit, comme si ma seule présence perturbait sa tranquillité. Et puis sont arrivés les pics. Au début, c'était des commentaires subtils, sous une fausse inquiétude. Tu as beaucoup travaillé. N'oublie pas de prendre soin de toi. C'est juste. Mais ensuite, c'est devenu, tu as pris du poids ou tu avais plus d'énergie. Un soir, elle m'a regardé de l'autre côté de la table et m'a dit, tu es devenue molle, et lisse. Je ne savais même pas quoi répondre. Je suis resté assise là, une fourchette pleine de poulet rôti à la main, abasourdi. Ce mot a résonné dans ma tête toute la nuit. Mou comme si j'avais fondu, perdu ma forme, comme si je n'étais plus un homme. J'ai essayé de ne pas le prendre personnellement. Je me suis dit qu'elle s'en prenait à moi. Que peut-être si je lui laissais juste de l'espace, du temps, elle reviendrait vers moi. Alors, je suis restée silencieuse. J'ai redoublé d'efforts. Je faisais du sport le matin, je laissais encore des petits mots un peu partout dans la maison, mais rien ne semblait fonctionner. Et pourtant, je refusais de croire ce que je ressentais déjà. Elle s'éloignait. Puis vint le téléphone. Ce satané téléphone. Elle s'est mise à le protéger comme s'il contenait des secrets d'État. Toujours face cachée. Toujours silencieux.
Elle était assise à côté de moi sur le canapé et je remarquais son pouce qui balayait un message dès que je la regardais. Si je demandais qui c'était, elle souriait trop vite. Juste du travail. Ou Maya envoyait un autre mème. Mais je connaissais Ava. Je reconnaissais le léger tressaillement de sa mâchoire quand elle mentait. Je reconnaissais le changement de voix quand elle voulait me distraire. Quelque chose clochait. Le nom est revenu une semaine plus tard. J'étais en train de récupérer une lessive sur le sol de la chambre quand son téléphone a vibré. Une seule fois, mais le nom a illuminé l'écran. Jess Banton. Ce nom m'a fait l'effet d'une claque. Jess. Son vieil ami. Celui qui débarquait à nos pendaisons de crémaillère et parlait de réseautage en sirotant du scotch. Il n'avait rien à mener. Le même Jess qui, lors du dîner de répétition de notre mariage, avait porté un toast qui ressemblait plus à une menace qu'à une bénédiction. Il avait dit, Ava mérite le monde. J'espère que tu pourras le lui offrir, avait dit Ellis avec ce sourire idiot et un verre levé comme s'il me mettait au défi d'échouer. Je ne l'aimais pas à l'époque. Bon sang, je ne l'aimais pas dès que je l'ai rencontré. C'était un de ces hommes qui transformaient les compliments en insultes, qui transformaient chaque interaction en une compétition à laquelle on ne s'engageait pas. Un jour, il avait qualifié mon travail de confortablement dénué d'inspiration et avait demandé à Ava si Wild Night lui manquait. J'aurais dû le frapper à ce moment-là. Au lieu de ça, j'ai souri et resserré ma prise sur la bouteille de vin. Et voilà qu'il était là, sur son écran, en train de lui envoyer un message à 22h43. J'ai fixé le téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne, puis je l'ai reposé là où je l'avais trouvé, comme si ça me brûlait. Je ne lui ai pas posé la question, pas ce soir-là, parce qu'une partie de moi ne voulait pas l'entendre mentir, mais ensuite c'est devenu fréquent. Le nom de Jess revenait tous les 2 ou 3 jours. Je voyais ce regard rapide, ses joues rouges. Elle s'est remise à rire devant son téléphone, un vrai rire, le genre que je ne lui avais pas fait depuis des mois. Elle s'asseyait en face de moi au petit déjeuner, souriant à son écran, puis levait les yeux et demandait si on avait besoin de plus d'eux, comme si tout était normal. Et pourtant, je suis resté. Je suis resté parce que je pensais que l'amour restait. Un soir, j'ai abordé le sujet. Tu as parlé à Jess? Elle n'a même pas cligné des yeux. Ouais. Pourquoi? C'était ça. Sans élaboration, sans assurance, juste ouais. J'ai ravalé la boule dans ma gorge et j'ai hoché la tête. Y a-t-il quelque chose que je devrais savoir? Elle m'a regardé comme si je l'avais accusée d'un crime. On ne fait que parler. Il a pris de mes nouvelles. J'avais besoin de parler à quelqu'un. Quelqu'un d'autre que moi. C'est ce qu'elle voulait dire. Je suis allé aux toilettes et je me suis regardé dans le miroir. Mon visage paraissait fatigué, plus vieux que dans mes souvenirs. Mes cheveux poussaient de façon inégale. J'avais les yeux cernés. J'avais l'air d'un homme essayant de maintenir son monde en place avec du ruban adhésif et le silence. Et pourquoi faire? Pour une femme qui levait désormais les yeux au ciel plus qu'elle ne me tenait la main. Pour une femme qui trouvait plus de réconfort auprès d'un homme qui m'avait autrefois qualifié de soutien émotionnel. Je me suis souvenu de la dernière fois où j'avais vu Jess en personne, au barbecue d'un ami. Il m'avait coincé près du barbecue, une bière à la main, et m'avait dit, « Tu es un remplaçant, Ellis. » Elle finira par comprendre. J'en ai ri. Mais maintenant, je n'étais plus sur qui les torts. Je me suis dit de la confronter, de fixer des limites. Mais à chaque fois que j'essayais, les mots me restaient coincés dans la gorge. Et si elle disait oui? Et si elle l'admettait? Partirais-je où? M'effondrerais-je? Parce qu'en vérité, je n'avais pas peur de perdre Ava. J'avais peur de confirmer que je l'avais déjà fait. Les discussions sur la famille avaient disparu. Plus de « un jour ». Plus de prénoms de bébé, plus de baisers volés dans le couloir ni de rire doux pendant les courses. Juste de la distance. Je jure qu'il y avait du feu autrefois. Et dans son silence, j'ai commencé à disparaître. Le service n'était pas bruyant. Ce n'était pas dramatique, mais c'était réel et ça nous tuait à petit feu. Et j'étais le seul à lutter encore. Elle a dit qu'elle avait besoin d'une pause. Un week-end entre filles. Toronto. Juste quelques jours, a dit Ava en coiffant ses boucles en queue de cheval tout en évitant mon regard. On a toutes les deux été stressées. Tu as travaillé tard, et je n'ai pas bien dormi. J'ai juste besoin de respirer un peu, c'est tout.
Elle m'a embrassé sur la joue en disant ça, ses lèvres effleurant à peine ma peau. Ça ne ressemblait pas à de l'affection. C'était comme une distraction, et comme une idiote, j'ai hoché la tête. Je l'ai même aidé à faire ses valises. Sa valise était ouverte sur le lit, des hauts en coton doux pliés à côté de lotion format voyage. J'ai essayé d'ignorer l'ensemble en dentelle noire qu'elle avait bordé près du fond. C'était neuf, sans étiquette, pas le genre de vêtements qu'elle porterait pour un voyage entre filles, mais je n'ai rien dit. Je me suis convaincu que c'était pour elle, pour se faire plaisir. Peut-être par pure négligence. Nous avons roulé jusqu'à l'aéroport en silence, le genre de silence qui bourdonne de non-dit. Elle a tapoté son téléphone pendant la majeure partie du trajet. J'ai fixé l'autoroute, essayant de croire que je n'étais pas effacé en temps réel. Au terminal, elle a souri comme si de rien n'était. « Merci de votre compréhension », a-t-elle dit en me serrant la main comme un bon chien. « Tu es la meilleure, Alice. » Vraiment ? Je l'ai regardée passer la sécurité jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière la foule. 9 heures se sont écoulées. Aucun message, aucun appel, pas même un atterrissage en toute sécurité, à moitié fait. J'ai essayé de rester calme. Peut-être était-elle fatiguée. Peut-être que son téléphone était mort. Je me suis assise sur le canapé, mon ordinateur portable devant moi, et son absence a brûlé la pièce comme un feu inextinguible. J'ai commandé un plat à emporter et je l'ai à peine touché. Chaque fois que mon téléphone s'allumait, je sentais l'espoir me monter à la poitrine, avant de retomber aussi vite. Minuit arriva. Puis, à 1 heure du matin, mes appels tombèrent sur une messagerie vocale. Le message resta rouge. Au matin, la panique s'installa comme une fièvre lente. J'appelais Candace, sa meilleure amie. Celle qui avait assisté à notre mariage. Dis donc, dis-je d'un ton décontracté. Je vérifiais juste. Ava avait tout arrangé. Il y eut un silence. Trop long. Que veux-tu dire, demanda Candace. Arrivé à Toronto. Le voyage entre filles, dis-je, la gorge soudain sèche. Un autre silence. Alice, on n'est allé nulle part. Je n'ai pas vu Ava depuis des semaines. Tu vas bien? Des semaines? La pièce vacilla. Je m'assis durement au bord du lit, clignant des yeux sous la lumière du soleil qui me semblait maintenant trop forte. Tu es sûr, demandai-je, même si ce n'était pas nécessaire. Je le savais déjà. Candace parlait toujours, sa voix métallique et lointaine. Je pensais qu'elle était avec toi. Ça va? Je raccrochai. Je fixai le mur un long moment après ça. Ni en colère, ni même blessé, juste abasourdi. Le genre d'abasourdi où le corps oublie ses émotions. Elle n'était pas sortie avec des amis. Elle n'était pas au spa. Elle ne sirotait pas de vin sur un toit avec ses copines. Elle était avec lui, avec Jess. L'homme qui, un jour, m'avait posé la main sur l'épaule lors d'un dîner entre amis et m'avait dit, si tu n'étais pas là, elle serait à moi. Il l'avait dit avec un sourire, comme si c'était une blague, comme s'il ne m'avait pas enflammé d'une seule phrase. Ava avait ri, puis lui avait donné une tape sur le bras et l'avait traité de ridicule. Mais maintenant, elle était dans un hôtel quelque part avec ce même homme, riant probablement de la facilité avec laquelle je pouvais me duper. L'homme qui se moquait de moi et murmurait à l'oreille quand elle avait le dos tourné. Clarté. Celle qui vient après la mort du déni. Je ne savais pas où elle était allée exactement, mais je savais avec qui elle était. Et c'était suffisant. Elle l'avait choisi. L'homme qui m'avait dit en face que je ne lui suffisais pas. Et maintenant, elle s'attendait à ce que j'attende son retour. Non, pas cette fois. La pause qu'elle demandait, elle pouvait la garder. Parce que l'homme qu'elle avait laissé derrière elle n'était pas celui qui la reprendrait. Plus maintenant. Ce n'était pas seulement une trahison. C'était une trahison avec lui. Avec Jess Pinton, l'homme qui m'avait humilié de façon lente et calculée pendant des années. L'homme qui souriait à Ava comme si elle était un secret qu'il possédait déjà. Il n'était jamais question seulement de son départ. Il s'agissait de savoir pour qui elle était partie. Et dans ce duo, quelque chose en moi s'est déchiré, qui n'était pas seulement émotionnel. C'était primordial. Il y a une certaine douleur qui fait que votre peau semble trop petite pour votre corps. C'est ce que Jess a ramené dans ma vie. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a dévisagé comme si j'étais un objet déplacé dans son monde.
Il m'a serré la main et a immédiatement fait une remarque sur mes chaussures. Élise, pas vrai? Choix audacieux avec le bout carré. Il a souri, puis a continué comme si je n'étais pas là. Je l'ai raconté à Ava plus tard, et elle a ri, il est comme ça. Il ridiculise tout le monde. Mais le truc, c'est qu'il ne ridiculisait pas tout le monde. Il ridiculisait seulement moi. À chaque fête, à chaque dîner, à chaque fois qu'il était là. J'avais l'impression que Jaïs avait un dossier spécial dans son cerveau, intitulé « Les faiblesses d'Élise ». Il le sortait avec désinvolture. « Tu es toujours dans la même entreprise, non ?» disait-il devant tout le monde. Ou bien, « Mince, je ne sais pas comment tu fais. » La routine me tuerait. Il trouvait mon éthique de travail confortable, mon dévouement prévisible. C'était un homme qui utilisait son charisme comme une arme, et d'une manière ou d'une autre, tout le monde y croyait. Mais je me souviens du pire moment. C'était à une fête de fin d'année. Ava portait cette robe vert foncé que j'adorais. Je lui ai juste servi un verre de vin rouge. Je suis parti chercher à manger, je suis revenu et je les ai vus discuter près de la cheminée. Tout près. Trop près. Je suis entré, j'ai souri. Jess m'a regardé, le regard froid, et a murmuré, « Tu ne la mérites pas, pas vraiment. » J'ai ri. J'ai cru avoir mal compris. Quoi? Il s'est penché. Tu m'as entendu. Puis il est parti. J'en ai parlé à Ava le lendemain. Elle a semblé stupéfaite, puis a haussé les épaules. Jess est dramatique. Tu as probablement mal compris. Moi, je ne me suis pas trompé. J'ai juste choisi de l'enterrer, terrifié par ce que les fouilles révéleraient. Alors, découvrir qu'elle ne m'avait pas simplement quitté, mais qu'elle était partie avec lui, ce n'était pas seulement une insulte. C'était une destruction ciblée. Comme si elle avait pris tout ce qu'elle savait de moi pour en prendre le plus tendre. J'ai essayé de garder mon calme. Cette première semaine, je me suis convaincu que je gérerais la situation avec grâce. Je suis allé en thérapie, assis sur ce canapé en face d'une femme au regard calme et à la main, et j'ai dit des choses comme « j'ai juste besoin de comprendre, et peut-être qu'elle est perdue ». Et cette thérapeute, Dieu la bénisse, m'a laissé démêler les choses à mon rythme. Elle n'a jamais insisté, elle a juste hoché la tête. Et parfois, cela me faisait pleurer plus que ses questions. Mais même en essayant de rationaliser tout ça, je ne cessais de penser à une chose, Ava savait ce que Jess m'avait fait. Elle savait. Je lui ai tout raconté. Chaque moment cruel, chaque bousculade déguisée en plaisanterie, chaque insulte murmurée. Et pourtant, elle a couru vers lui, pas seulement pardonner. Elle l'a choisi. Il y a une nuit que je n'oublierai jamais. C'était un barbecue d'été, et Jaïs était arrivé sans y être invité. Il buvait plus fort que d'habitude. Ava n'arrêtait pas de le repousser, mais il s'attardait. Plus tard, pendant qu'elle était à l'intérieur en train de prendre des boissons, j'étais près du garage en train d'attraper des chaises pliantes. Il m'a suivi. Personne d'autre autour. Il m'a regardé. Il m'a regardé et m'a dit, « Tu sais, je pourrais te briser d'une seule phrase. Il me suffirait de lui dire ce qu'elle veut vraiment. » J'ai répondu, « Rien. » Il s'est approché. « Tu crois qu'elle t'a choisi parce que tu es l'homme le plus doué? » Non. Elle t'a choisi parce que tu es sûr de toi, prévisible, le gars qui sera toujours là. Puis il m'a plaqué violemment contre le mur. Mon épaule a heurté un poteau. J'en ai eu le souffle coupé. Il a ri. Un silence désinvolte. Oups. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Ava, parce que j'avais honte. Honte d'avoir laissé faire. Honte qu'il ait raison. Parce que j'étais toujours là, toujours l'homme bien. Toujours celui qui pardonne. Et ça me donnait l'air faible. Doux. Mais je n'étais pas faible. Plus maintenant. Le fait qu'elle ait fini avec lui. L'homme qui m'avait coincé, blessé, rabaissé, m'avait tout dit sur ma place dans son monde. Et alors qu'elle n'avait même pas essayé de s'excuser. Quand elle est réapparue quelques mois plus tard, un enfant dans les bras, comme si elle revenait de vacances. Ce fut le coup de grâce. Je me souviens d'être assise au fond d'un café, des semaines après que la vérité ait éclaté, mon ordinateur portable ouvert mais intact. Un couple était assis à côté, riant autour de muffins, les genoux touchants. J'avais ça, ou du moins je le croyais. Et je me demandais sans cesse quelle part de notre vie était réelle.
Dans quelle mesure attendait-elle simplement que quelqu'un de meilleur vienne? Mais malgré toutes mes questions, une réponse brûlait plus fort que les autres. Elle me blâmait. Elle me reprochait de ne pas être assez forte, de ne pas me battre plus fort, d'être facile à fuir. Mais ce qu'elle ne comprenait pas, c'est ceci, la force ne consiste pas à rester avec quelqu'un qui vous brise. La force consiste à savoir quand arrêter de saigner pour ceux qui ne feraient jamais la même chose. Alors oui, ce n'était pas seulement une trahison. C'était une trahison envers l'homme qui m'avait humilié. Et cela a brisé quelque chose en moi dont j'ignorais la possibilité. Mais cela a aussi construit quelque chose de nouveau, de plus dur, de plus tranchant. La part de moi qui l'aimait encore, qui la voyait encore comme ma partenaire, ma personne. Cette part ne s'est pas simplement éteinte. Elle s'est enfouie, laissant à sa place un homme qui ne serait plus jamais utilisé. C'était un jeudi matin lorsqu'elle est réapparue, des mois après avoir disparu dans la vie de quelqu'un d'autre, dans son lit, ses mensonges, son monde. Je versais du café. L'odeur épaisse et apaisante, comme toujours au matin, quand le silence semblait encore paisible plutôt que pesant. La lumière filtrait par la fenêtre de la cuisine et des reflets dorés effleuraient le parquet. Les plantes, la photo encadrée de nous sur la cheminée que je n'avais pas encore eu le courage de décrocher. Elle s'était légèrement estompée au soleil, comme un souvenir qui s'adoucissait, mais pas encore complètement disparu. Puis on a frappé à la porte. C'était doux, trop doux, comme si la culpabilité n'avait plus la force de frapper. Je n'attendais personne. Ni un colis, ni une voisine, ni elle. J'ai ouvert la porte et, l'espace d'une seconde, j'ai cru halluciner. Elle était là, Ava, debout sur mon porche, les cheveux au vent et un bébé sur la hanche. Un bébé de 6 mois, emmitouflé dans une couverture vert sauge, de grands yeux marrons, écarquillés, fixes. Et la première chose que j'ai remarquée, c'est son air fatigué. Pas sa fatigue habituelle, celle qu'elle exagérait pour attirer la sympathie. Elle était profonde, avec de vrais cheveux et une peau lavée. Pas de maquillage. Ses yeux étaient cerclés de rouge, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours, voire des semaines. Mais je n'ai rien dit, parce que dire? Elle a rompu le silence la première. On peut parler? Sa voix était douce. Une supplication déguisée en question, mais je n'allais pas l'inviter à entrer. Ce chapitre n'était pas simplement clos. J'en avais brûlé les pages. J'ai tenu la porte d'une main et laissé l'autre reposer contre le chambranle. Non, j'ai dit que tu t'expliquerais à partir de là. Elle a cligné des yeux comme si elle ne s'y attendait pas. Comme si elle pensait que je fondrais à la voir tenir un enfant. Ses lèvres se sont entr'ouvertes. Puis ce sourire est venu, le même qu'elle utilisait pour demander pardon avant de le demander. Mais je ne lui ai pas rendu mon sourire. Elle a légèrement bercé le bébé et a ajusté sa posture. Il s'appelle Caleb. Je n'ai rien dit. Il est à moi, a-t-elle continué. À nous. Je n'ai pas bronché. À nous. Un silence. C'est parti. Elle a dit rapidement, comme si cela clarifiait quoi que ce soit. Il nous a quittés. Disparu. Pas de mots, pas d'appel. Il a pris les économies, la voiture, tout a disparu. J'avais tort, Hélice. Je le vois maintenant. C'était là. Le scénario, la réplique, le signal pour que je la prenne dans mes bras et que je fasse comme si l'année dernière n'avait jamais eu lieu. Elle était là, maintenant. Ava avec un bébé dans les bras et des regrets qui lui coulaient des yeux comme un robinet à moitié ouvert. Je n'aurais pas dû partir avec lui, a-t-elle dit. J'ai fait une erreur, mais Caleb, ce n'est pas une erreur. Il est tout pour moi et je veux arranger ça. J'ai incliné la tête. Faire quoi? Ça, dit-elle en désignant du doigt. Nous. Nous. Comme si nous existions encore au présent. Elle fit un pas vers la porte. Je ne bougeais pas. Il y avait quelque chose de vrai entre nous, dit-elle. Je le vois maintenant. Tu es stable, Hélice. Tu es gentil. Tu n'es pas comme lui. Ma mâchoire se serra. Tu veux dire que je ne suis pas violente? Elle tressaillit. Je ne savais pas qu'il l'était. Tu le savais. Tu t'en fichais, c'est tout. Les mots étaient sortis trop vite, trop brusquement. Mais c'était la vérité. Elle savait qui il était, ce qu'il était. Je le lui avais dit, montré, et pourtant elle était partie, non par passion,
par désespoir ou par une illusion romantique. Elle était partie parce qu'elle l'avait choisi plutôt que moi. Par loyauté, par décence. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle baissa les yeux vers le bébé. Et pendant une seconde, je sentis presque quelque chose se tordre en moi. Il était innocent dans tout ça. Ses joues douces, tenant à peine sa tête, une petite chaussette à moitié détachée d'un pied. Mais je ne voulais pas me laisser fléchir. Je ne pouvais pas. Tu n'es pas obligé de me reprendre, dit-elle rapidement, sentant la distance. Mais peut-être pourrais-tu être là pour lui. C'était là la vraie demande. Pas un soutien pour le pardon. Un plan de secours habillé d'une innocence bleu ciel. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, non pas de colère, mais d'incrédulité. L'audace après tout, après lui. Tu veux que je sois quoi, Ava? Demandai-je. Un père de substitution pour son enfant. Il a besoin de quelqu'un de stable. Il mérite mieux que ce que Jess lui a donné. Et je mérite quoi exactement? Elle ne répondit pas. J'expirai lentement, refoulant la chaleur qui montait dans mes côtes. Tu es parti. Tu as menti. Tu as laissé cet homme m'humilier. Tu ne m'as laissé qu'un silence si profond que j'ai dû me débrouiller avec une thérapie, du temps et minuit à me demander ce que j'avais fait de mal. Et maintenant qu'il est parti, tu penses que cette maison, cette vie, je devrais juste en absorber les conséquences. Je me suis dit qu'on pourrait peut-être prendre un nouveau départ, murmura-t-elle. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Et je n'ai plus vu la femme que j'avais épousée. J'ai vu la femme qui m'avait vu m'effondrer et qui avait appelé ça de la faiblesse. La femme qui avait laissé un monstre lui murmurer à l'oreille et l'avait cru. La femme qui avait couru jusqu'à ce que son fantasme s'effondre et qu'elle revienne en rampant, non par amour, mais par besoin. Tu tiens son enfant, Ava. Le sien. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Il n'est pas seulement à lui, a-t-elle dit. Il est aussi à moi. Et j'ai besoin d'aide. J'ai pensé à toi, peut-être, mais je l'ai interrompu. Pas cruel, juste ferme. Je ne suis pas ton arc de rédemption, ai-je dit. Et sur ce, j'ai commencé à fermer la porte. Élise, s'il te plaît, a-t-elle dit. Sa voix s'est brisée. Tu as dit un jour que tu m'aimerais quoi qu'il arrive. J'ai dit ça à une femme qui m'aimait en retour. Le loquet a cliqué. Je suis resté là un long moment après son départ. Son odeur flottait encore dans l'air, l'écho de sa voix traînant derrière la portière de la voiture qui se refermait. Je l'ai regardé par la fenêtre attacher le bébé sur la banquette arrière, s'essuyant les joues avec la manche de son manteau. Elle ne s'est pas retournée, et je ne m'attendais pas à ce qu'elle le fasse, car ce n'était pas une seconde chance. C'était un dernier adieu enveloppé d'une demande désespérée, et je n'allais pas porter le poids d'un homme qui essayait de me détruire. Pas une fois de plus. Je pensais avoir entendu le pire. Je pensais que la blessure avait été profondément creusée au moment où elle se tenait sur mon porche, son enfant dans les bras. Mais la vie a toujours le don de prouver que le fond est rarement le sol. C'est une trappe. Et Ava a trouvé le levier. 2 jours après cette conversation de porte-à-porte, elle a appelé. Je n'avais pas prévu de répondre. J'essayais déjà de recoller les morceaux, fil par fil, mais la curiosité, ou peut-être un reste de décence, m'a poussé à insister, sauf quand j'ai vu son nom s'illuminer. Sa voix était calme, posée, comme si nous étions de vieilles amies se retrouvant autour d'un café. Je veux juste parler, a-t-elle dit. Non, ai-je répondu. Tu veux décharger? Elle marqua une pause. S'il te plaît, juste 5 minutes. J'ai accepté de me retrouver au parc, en terrain neutre. Assez public pour maintenir la température basse. Je portais un pull qui m'était indifférent et je n'avais aucune attente, pas même de civilité. Quand je l'ai vue assise là, emmitouflée dans un manteau, Caleb dans une poussette à côté d'elle, j'ai eu l'impression de voir une inconnue qui avait dévalisé le placard de quelqu'un que je connaissais. Je ne me suis pas assise. Elle est restée debout, moi cherchant en moi une douceur qui n'y était pas. Tu as l'air fatiguée, dit-elle. Je ne suis pas là pour être consolée, Ava. Elle hocha la tête. D'accord, d'accord. Puis vint le tournant. Tu m'as facilité la tâche, tu sais, dit-elle. Je clignai des yeux. Quoi? Le choisir, dit-elle en croisant les bras. Tu étais trop douce, trop passive. J'avais besoin de force.
Quelqu'un qui ne se plie pas à chaque fois que la vie devenait difficile. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Un son doux et amer me bloqua la gorge. Vous me blâmez pour votre trahison. Elle tenait son terrain. Je dis que je me noyais, Élise. Et vous ne vous êtes pas battu. Pas pour moi. Pas pour nous. Ma mâchoire se serra. Vous réécrivez l'histoire. J'ai combattu comme l'enfer. Tu as juste arrêté de me regarder pendant que je le faisais. Vous étiez là, dit-elle, mais vous n'étiez pas présent. Vous avez été enfermé dans votre propre monde d'apitoiement sur soi après le diagnostic. J'avais besoin d'un partenaire, pas d'un patient. Je l'ai regardé, stupéfaite. Vous voulez dire le diagnostic qui m'a brisé? Celui où le médecin m'a dit que je ne pourrais jamais avoir d'enfant? Ce diagnostic? Elle n'a pas répondu. J'ai fait un pas en avant, j'ai baissé ma voix pour que personne d'autre ne puisse entendre. J'ai saigné pour toi, Ava. Souvent, j'ai porté la honte pour que vous n'ayez pas à en ressentir. Et vous voulez parler de cadeaux? Je suis resté quand votre silence a commencé à crier. Je suis resté quand tu m'as éloigné de moi au lit. Je suis resté quand tu as arrêté de nous appeler une équipe. Elle baissa les yeux. Vous l'avez choisi, dis-je. Mais vous ne pouvez pas le peindre comme une mission de sauvetage. Ce n'était pas un sauveur. C'était un homme qui m'a coincé lors de fêtes, m'a insulté derrière votre dos et m'a poussé dans un mur quand personne ne regardait. Sa tête se relevait. Quoi? Tu m'as entendu. Jaïs m'a agressé au barbecue de votre ami. Vous étiez à l'intérieur d'obtenir des boissons. Son visage a perdu de la couleur. Il a dit, je pourrais vous briser avec une phrase. Et puis il m'a poussé dans le mur du garage, a laissé une ecchymose dont je devais mentir au travail. Ses lèvres tremblaient. Je ne savais pas. Oui, vous l'avez fait. Peut-être pas sur la poussée, mais tout le reste. Vous saviez qui il était. Vous ne vous en fichiez pas parce qu'il vous a fait ressentir quelque chose que je n'ai pas fait. Quelque chose de téméraire. Quelque chose d'égoïste. Sa voix craqua. Je pensais que vous étiez assez fort pour y survivre. Mon estomac s'est tourné. C'était ça. C'était la tournure la plus malade. Que quelque part au plus profond d'elle, elle s'était convaincue que ce qu'elle avait fait n'était pas cruel. C'était un test. Que ma douleur n'était pas une tragédie. C'était une preuve. Que si je l'aimais vraiment, je résisterais à sa tempête, peu importe les dégâts qu'il a causés. Tu m'as utilisé, dis-je tranquillement. Utilisez mon amour comme un pavé d'atterrissage pour votre culpabilité. Elle se tourna vers la poussette comme le bébé pourrait lui offrir une excuse avec laquelle je ne pouvais pas discuter. Je n'avais pas prévu que cela se produise de cette façon, a-t-elle chuchoté. Je me suis expiré. Personne ne prévoit jamais la lâcheté. Cela montre juste le moment où la bravoure est nécessaire. Elle a commencé à pleurer alors. De vraies larmes. Pas les performatifs que j'avais vus auparavant. C'était plus désordonné. Et pendant une seconde, mon cœur s'est ramolli. Pas pour elle, mais pour la version d'elle que j'aimais. Cette version aurait pu dire une fois, nous pouvons passer à travers cela. J'aurais pu me regarder dans les yeux et le dire. Mais cette femme était partie depuis longtemps. Il ne restait plus que quelqu'un qui m'a brisé et voulait que je porte le bandage pour qu'elle n'ait pas à le faire. Je ne peux pas l'élever seule, a-t-elle dit. Je ne veux pas que Caleb grandisse en pensant qu'il était une erreur. Ce n'est pas une erreur, ai-je dit. Mais me ramener dans ça? Ce serait son visage tordu. Alors, tu t'éloignes? Non, j'ai dit que je choisis la paix. Ce n'est pas s'éloigner. C'est le respect de soi. Elle a essuyé ses joues à peu près. Vous pensez vraiment que vous serez mieux sans nous? Nous n'existe plus. Vous l'avez enterré le jour où vous êtes entré dans ses bras. Un long silence. Puis je me suis retourné. Je suis parti lentement, ma poitrine se montant et tombant comme si je venais de terminer une longue course. Mais ce n'est pas l'adrénaline qui m'a porté. C'était de la clarté. Le genre qui ne se fait pas facile, n'est pas bon marché. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas une fois. Cette nuit-là, je me suis assis sur mon porche avec un verre de bourbon dans ma main, en regardant le ciel changer les couleurs. Et j'ai réalisé quelque chose. Ava n'est pas revenue parce qu'elle m'aimait.
Elle est revenue parce que j'étais en sécurité et que j'avais fini d'être un endroit doux pour atterrir pour les personnes qui ont sauté des épaves qu'ils ont causées. L'appel est arrivé 2 matins après le parc. J'étais à mi-chemin sur mon café, appuyé contre le comptoir de la cuisine, à moitié écoutant un podcast qui essayait de me convaincre comment optimiser mes matins. La tasse était encore chaude contre ma main lorsque l'écran s'est allumé. Gérald, le père d'Ava. J'ai regardé le nom pendant quelques secondes avant de répondre. Je l'ai presque laissé sortir, mais quelque chose en moi était trop curieux, trop irrité. Peut-être que je pensais enfin avoir des excuses attendues depuis longtemps. Ellis, a-t-il dit, sa voix chaude comme si nous étions sur le point de parler de football ou de taxes ou de temps, comme si nous étions encore de la famille, comme s'il ne m'avait pas vu disparaître la vie de sa fille sans soulever un putain de doigt. Comment vas-tu, fils? Je n'ai rien dit pour un battement. Je laisse juste le silence pendre jusqu'à ce qu'il s'éclaircit la gorge. J'espère que tu vas bien, essaya-t-il à nouveau. Qu'est-ce que tu veux, Gérald? Il gloussa. Glousser. Toujours directement au point. Oh. J'ai toujours respecté ça de vous. Écoutez, je sais des choses entre vous et Avago. Compliqué. Compliqué. C'était le mot qu'il a utilisé pour résumer la trahison, l'abandon et la guerre émotionnelle. Compliqué oublier un anniversaire. Ne pas se tenir debout sur un porche demandant à l'homme que votre fille a laissé pour élever l'enfant d'un autre homme. Je ne suis pas intéressé par la petite conversation, dis-je catégoriquement. Pourquoi appelez-vous? Il soupira comme si j'étais celui qui était déraisonnable. Ava m'a dit que vous aviez vu le bébé. Caleb, je suis resté silencieux. Elle m'a également parlé de la conversation que vous avez eue dans le parc. Et je comprends. Je fais. Mais Ellis, cet enfant n'a pas demandé à naître dans tout cela. J'ai fermé les yeux. Papa. Quoi? Ne me cultivez pas pour nettoyer son gâchis. Il y avait une pause à son côté comme s'il n'était pas habitué à être mis au défi. Comme il pensait que sa voix portait toujours du poids dans mon monde. Qu'il pouvait encore tirer la carte de beau-père et cela signifierait quelque chose. Elle a du mal, Ellis. Elle est vraiment perdue et elle a peur. Elle aurait dû y penser avant qu'elle ne le choisisse. La voix de Gérald se durcit. Vous avez toujours pris les choses trop personnellement. J'ai senti mon pouls augmenter. Elle est sortie sur notre mariage. Elle a menti sur l'endroit où elle allait. Elle a couru dans les bras d'un homme qui me tourmenait verbalement, physiquement, et elle l'a fait les yeux ouverts. Elle a fait une erreur. Non, Gérald. Une erreur consiste à verrouiller vos clés dans votre voiture. Elle a fait un choix. Une série d'entre eux encore et encore. Et maintenant que le fantasme s'est effondré, elle frappe à ma porte avec un bébé et une histoire sanglante. Il a essayé une approche différente, plus douce. Ellis, tu l'aimais une fois. Vous étiez bien ensemble. Cette version d'elle n'existe plus. Tu étais de la famille, il a pressé. Et la famille se soutient mutuellement. Ce mot famille m'a presque fait rire parce que si nous étions vraiment à la famille, où était-il quand j'ai à recommencer à se remettre en vacances? Où était-il quand Ava a glissé jour après jour et j'ai tendu la main avec tout ce qu'il me restait? Il n'a pas appelé alors. Il ne s'est pas présenté alors. Et maintenant, il avait le culot de me demander d'aider à soutenir un enfant qui n'était pas à moi. Que me demandez-vous exactement de faire, Gérald? Dis-je lentement. Une pause. Elle pourrait utiliser de l'aide, a-t-il dit. Financièrement, même juste pour passer les prochains mois. Peut-être pourriez-vous participer pour le bébé. Vous avez un bon travail et vous avez toujours été généreux. J'ai posé la tasse plus fort que je ne le pensais. Elle m'a quitté pour un autre homme, a fait son bébé, a menti, puis s'est présenté comme étant un prix de consolation, et maintenant vous voulez que je le finance. Je pensais juste que tu pensais que je serais faible. J'ai cassé. Que je serais toujours l'homme qui se penchait en arrière pour la faire sourire. Mais cet homme ne vit plus ici. Le ton de Gérald est devenu glacé. Elle est toujours la mère d'un enfant qui a besoin de stabilité. Je suis sorti, laissant l'air frais frapper mon visage alors que je marchais sur le porche. J'avais besoin d'espace. Salle de respiration. Cet enfant n'a rien à voir avec moi. J'ai dit qu'il était innocent. Mais je ne suis pas là pour être le plan de secours parce que votre fille a brûlé tous les ponts qu'elle avait. Gérald n'a rien dit. Je pouvais entendre de faibles clinques en arrière-plan.
Peut-être une cuillère remuant dans une tasse. Peut-être que le son de lui agit, mais cela n'avait pas d'importance. Le silence a tout dit. Vous nous avez grillés lors de notre mariage, ai-je dit. M'a dit que j'avais sorti le meilleur d'elle. Tu te souviens? Oui, dit-il tranquillement. Tu le voulais? Je l'ai fait. Eh bien, alors tu devrais savoir. Le meilleur d'elle a disparu. Un long silence a suivi. Puis finalement, il a dit, je pensais que tu serais plus compréhensif. Non, tu pensais que je serais toujours disponible. Il y a une différence. J'ai raccroché, pas par cruauté, mais clarté. Pour la première fois, je ne me sentais pas de culpabilité. Je n'avais pas l'impression de devoir quoi que ce soit. Pas Ava, pas Gérald, pas la version de moi dont il se souvenait. Cette version avait disparu, brûlée par chaque demi-vérité, chaque trahison, chaque demande silencieuse pour comprendre des choses qui n'auraient jamais dû se produire. Je me tenais là sur le porche tandis que le vent ramassait et tira des feuilles sur la pelouse. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'avais pas l'impression d'attendre que quelqu'un revienne. Je n'ai pas réussi. Vous ne devez à personne une seconde chance simplement parce qu'il regrette les dommages. Cela a commencé avec un texte. Pouvons-nous parler encore une fois, s'il vous plaît? Je n'ai pas répondu, pas par mesquinerie, mais par principe, parce que j'avais déjà écouté. J'avais déjà resté immobile pendant qu'elle déversait le poids de ses choix à mes pieds et m'a demandé de le porter comme si c'était l'amour. Je n'étais pas amer. J'avais fini. Mais les excuses ne se sont pas arrêtées. Ils sont venus par de vieux amis. Des amis dont je n'avais pas entendu parler depuis des mois. Les gens qui partageaient des dîners avec nous. Échangeaient des photos de vacances. Riaient des blagues à l'intérieur qui n'avaient plus de maison. Soudain, ils étaient de retour dans ma boîte de réception dans ma messagerie vocale. Parler avec le genre d'urgence douce que les gens réservent pour la tragédie. Elle fait mal à Ellis. Elle n'est plus la même chose. Elle a fait une erreur. Mais l'enfant qu'il n'a pas fait. Une de ses amies, Vanessa, s'est même présentée à mon bureau pendant le déjeuner sans invitation. Les yeux mouillés et les doigts saisissant un sac en papier avec 2 sandwichs et une tasse de mon café habituel. Je pensais juste que nous pouvions parler, a-t-elle dit comme si nous étions sur le point de rattraper un film. Elle était assise en face de moi, déballant son sandwich, voix basse. Elle est fauchée, a-t-elle dit. Jess a vraiment fait un chiffre sur elle. Il a tout nettoyé. Et le bébé, il est kaliki et elle ne dort pas. Elle s'accroche à peine. J'ai écouté. Je l'ai laissé parler, mais mes mains ne tremblaient pas et mes yeux ne se sont pas brouillés parce que j'avais déjà pleuré. J'avais déjà saigné. C'était juste un nettoyage. Une tentative de reconstituer le verre ensemble et m'a demandé de siroter comme les éclats n'étaient pas toujours là. Vanessa se pencha. Ellis, tu as toujours dit que tu voulais être père. Je l'ai regardée morte dans les yeux. À mon enfant, pas à la sienne. Elle a reculé un peu. Mais Caleb pourrait avoir une vie meilleure. Et honnêtement, il a besoin d'un homme comme toi. Et j'avais besoin d'une femme qui ne me détruirait pas. J'ai répondu. Elle n'a pas eu de réponse pour ça. Il a simplement baissé son regard et hocha la tête. Après cela, les messages ont ralenti. Non pas parce qu'ils ont compris, mais parce qu'ils ont réalisé que je ne bougeais pas. Je n'allais pas jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi dans leur histoire de rédemption et de regret. Je n'allais pas être le héros qui est revenu pour quelqu'un qui a mis le feu et m'a remis les matchs. La vérité est que l'amour n'est pas inconditionnel. Pas le genre qui compte. L'amour a des normes, des limites. Et l'un des miens, maintenant sculpté dans la pierre, était simple. Je ne m'excuse pas de m'éloigner des gens qui me regardent brûler. Cette semaine-là, je me suis retrouvé à marcher plus, pas sans but, mais intentionnellement, à travers les parcs, les anciens cafés, autour des quartiers. Ava et moi avions l'habitude de traverser, fantasmant sur l'achat d'une maison avec un swing de Porsche et un pneu dans la cour avant. J'ai dépassé les jeunes familles, les pères poussant des poussettes, les tout petits sur des scooters et je ne ressentais rien. Pas de jalousie, pas de douleur, juste de la clarté, parce que j'ai finalement vu la différence entre manquer un rêve et pleurer une personne. Et Ava avait depuis longtemps cessé d'être quelqu'un que je pouvais pleurer. La partie la plus difficile n'était pas lâchée. C'était lâchant la version d'elle que je gardais en vie dans mon esprit. La version qui se tenait à l'hôtel, promettant pour toujours.
La version qui m'a appelé son espace sûr. La femme qui a pleuré des larmes heureuses quand j'ai obtenu ma promotion et m'a dit qu'elle croyait toujours que je le ferais. Cette femme est décédée au moment où elle a tourné le dos sur moi et j'ai dû l'enterrer sur mes propres mesures, en privé sans éloge, pas de fleurs. Une nuit, mon cousin Matteo m'a appelé. Il n'a pas posé de questions sur Ava. Il vient de dire « Vous êtes libre » et m'a dit de le rencontrer dans un petit salon au centre-ville. La musique était basse, les lumières diminuent, et pour la première fois depuis des mois, j'ai ri. Un vrai rire. Pas le genre que vous forcez à être poli ou à utiliser pour masquer la douleur, mais le genre qui sort de votre poitrine lorsque quelque chose à l'intérieur de vous recommence enfin à respirer à nouveau. Je l'ai vu, dit Matteo après un certain temps, tapotant le bord de son verre. Je n'ai pas demandé qui. Je savais déjà. Elle était en ligne à la pharmacie. Ressemblait à l'enfer. Skinny, tremblant. Je commence à me darder comme si elle ne voulait pas être vue. J'ai juste hoché la tête. Il se pencha. Tu as bien fait, mec. Ne laissez personne tordre cela. Vous ne vous éloignez pas. Vous êtes sorti de l'épave. J'ai apprécié cela plus que je ne pouvais dire parce que tout le monde avait essayé de me recommencer. J'ai rôlé moi de devenir un martyr pour la rédemption de quelqu'un d'autre. Mais Matteo l'a vu clairement. M'a vu clairement. Vous avez toujours été le bon, a-t-il ajouté. Mais le bien ne signifie pas stupide. Cela est resté avec moi parce que pendant si longtemps, je pensais qu'être un homme bon signifiait un sacrifice, prendre les coups, absorber les dégâts, pardonner sans condition. Mais ce n'était pas de l'amour. C'était une codépendance enveloppée dans la culpabilité. Et j'avais fini de prétendre que je devais à quiconque cette version de moi. Je suis rentré chez moi cette nuit-là, je me suis tenu devant le miroir et je me suis regardé dans les yeux. Je te pardonne, chuchotai-je. Pas à Ava. Pour moi, je me suis pardonné d'aimer trop longtemps, d'avoir tiré trop étroitement. Pour avoir confondu ses choix comme un reflet de ma valeur. J'ai pardonné à l'homme qui est resté silencieux quand il aurait dû crier, qui a donné la grâce alors qu'il aurait dû tracer la ligne, qui a fait des excuses pour quelqu'un qui n'en avait plus. Ce sont les dernières excuses que j'ai jamais présentées. Et ce n'était pas pour elle. C'était pour moi. Parce que l'homme que je devenais, celui qui se tenait debout, qui a refusé de prendre du poids qui n'était pas le sien, qui s'est avancé sans tressaillir. Il méritait autant. Et il ne retournait jamais. Les mises à jour ne sont pas venues en même temps. Ils se sont déroulés dans le lendemain et sans inviter comme la pluie à travers un plafond qui fuit. Je n'ai jamais demandé, je ne suis jamais allé chercher, mais les gens parlent, surtout quand ils pensent que vous vous souciez toujours ou que vous le vouliez. Les petits commentaires ont glissé des conversations comme des débris sur une brise. Avez-vous entendu parler d'Ava? Elle est de retour chez ses parents. Je pense qu'elle a essayé de postuler dans l'ancienne entreprise. Je n'ai même pas reçu de rappel. Chacun a ébréché ma conscience, mais jamais ma résolution. J'avais déjà fait la paix avec le fait que la version d'Ava que je n'aimais autrefois n'existait plus. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est à quelle vitesse le monde pour lequel elle m'a quitté s'effondrerait. Jess était apparemment parti pour de bon. A disparu de la manière la plus prévisible qu'un homme comme lui pouvait. Un jour là-bas, le suivant juste un fantôme derrière une carte de débit volée et une pile de factures non rémunérées. Je l'imaginais se réveiller dans ce silence. Plus de commandes de café cher livrées à la porte. Plus de buzz au champagne et louer des lofts. Juste réalité. Percé bébé, un compte bancaire vide, un appartement en écho, et il est temps de réfléchir à chaque pont qu'elle pensait plus jamais avoir besoin. Je n'étais pas content de ça. Permettez-moi de le répéter. Je n'étais pas content. Je n'ai pas souri à la nouvelle, je n'ai pas toast à sa chute, mais je ne l'ai pas pleuré non plus parce que ce n'était pas ma responsabilité de sauver la femme qui a brûlé notre avenir au sol. Et ce n'était certainement pas mon travail de la retirer des cendres juste parce qu'elle a finalement réalisé à quel point le feu était chaleureux. Un après-midi, j'ai rencontré quelqu'un qui était son amie, Élise. Je marchais dans le marché des producteurs ramassant du basilic et des tomates pour une pâte que je n'ai jamais faite quand j'ai entendu Élise. Elle avait l'air plus mince, comme le stress avait sculpté une partie de la douceur du visage. Elle sourit, hésitant. Cela fait un moment, a-t-elle dit. Il a. Nous avons échangé des plaisanteries au niveau de la surface. Comment était le travail? Toujours dans le condo? Comment va ta maman? Elle a ensuite fait ce que tout le monde semblait faire ces derniers temps.
Elle ne va pas, dit Élise sans nommer Ava. Elle n'avait pas à le faire. Elle n'appelle plus personne. C'est comme si elle disparaissait. J'ai haussé un sourcil. Ce n'est pas surprenant. Elle ne fonctionne pas. Gérald a dû vendre son bateau. On a parlé d'eux en retirant une deuxième hypothèque. Je n'ai rien dit. Élise a étudié mon visage comme si elle cherchait quelque chose. Sympathie, chagrin, peut-être la moindre fissure de ma coquille, mais je ne lui ai rien donné. Elle a fait une erreur, dit-elle doucement. Elle a fait un choix. J'ai corrigé. Une erreur est d'oublier votre parapluie. Un choix détruit votre mariage et entre dans les bras de quelqu'un qui a déshumanié votre partenaire pendant des années. Elle tressaillit. Je pense qu'elle pensait que ce serait différent. C'est toujours le cas jusqu'à ce que ce ne soit pas. Il n'y avait rien d'autre à dire. Je suis parti avec mon basilic, je suis rentré chez moi, j'ai cuit mes pâtes et j'ai regardé un film seul sur le canapé. C'était paisible, calme, le mien, et c'était la différence. Ma vie était à moi à nouveau. Je n'ai pas passé mes nuits à poursuivre la fermeture. Je n'ai pas répété les choses que je dirais si elle appelait. Je n'ai pas imaginé la sauver de l'épave parce que ce n'était pas mon épave. Elle l'a construit en brique par brique avec des mains qui tenaient autrefois la mienne. Sa chute n'était pas soudaine. C'était lent et en couches. Un emploi perdu ici. Un paiement manqué là-bas. Des amis ont cessé de répondre. Même son Instagram, qui était une bobine forte de brunch, de coucher de soleil et de coups de couple organisés devenus sombres. La dernière photo était de Caleb enveloppé dans une couverture en tricot avec une légende qui disait « Certains miracles passent par des tempêtes ». Pas de commentaires, pas de goût, juste du silence. Je n'ai pas doublé. Je ne m'attardais pas. J'ai fermé l'application et j'ai fait ma journée. Il fut un temps où je me serais précipité. J'aurais tenu le bébé même si ce n'était pas le mien, juste pour offrir la paix au milieu du chaos. Mais plus maintenant. Parce que Léla a trahi, cette version de moi qui saignait tranquillement pendant que tout le monde continuait de vivre, cet homme était parti. Non, je ne me suis pas présenté. Je n'ai pas appelé. Je n'ai même pas envoyé de SMS lorsque son père a envoyé une autre demande de soutien à peine voilée. Je viens de regarder le monde se déplacer autour de moi et de la laisser rétrécir seule. Et pour une fois, je ne me suis pas senti coupable. La culpabilité était depuis longtemps mon ombre. Cela m'a traîné à travers chaque décision, chuchotant des choses comme « tu aurais pu faire plus ». Et elle a laissé debout dans l'obscurité, elle est venue à la recherche de la même pièce. L'après-midi de la randonnée avec personne d'autre qu'une liste de lecture et le vent. D'un rappel de ce que j'ai perdu. Je n'ai pas perdu Ava. Elle m'a perdu. Et maintenant, elle apprenait la vérité. Beaucoup n'apprennent que trop tard. Tout le monde dont vous vous éloignez ne sera toujours pas là lorsque vous tournez en arrière. Certaines portes restent fermées. Certains ponts ne sont jamais reconstruits. Et parfois, la personne que vous pensiez être toujours votre filet de sécurité apprend à voler sans vous. La dernière fois qu'elle a frappé, je n'ai pas répondu. Je l'ai entendu. Un coulant incertain qui a à peine remué l'air comme si elle n'était pas sûre qu'elle devrait être là. C'était le soir juste après que les réverbères tournaient. J'étais assis sur mon canapé pieds nus, un livre sur mes genoux. Je n'avais pas vraiment lu. Le coup est revenu. 3 robinets d'eau qui s'arrêtaient comme une respiration retenue. Je n'ai pas bougé. Je savais que c'était elle. Une partie de moi avait toujours su qu'elle reviendrait une dernière fois. Peut-être que le temps m'avait adouci. Peut-être que penser le silence signifiait que j'attendais, mais je ne l'étais pas dehors, je l'ai entendu remanier. Le ruisseau doux du porche étape, puis un sanglot brut, étouffé, le genre qui vient de la fosse de l'estomac lorsque la fierté abandonne. Je ne me suis pas soutenu. Je n'ai pas approché la porte. Je me suis juste assis en regardant le bord de la photo sur le manteau. Le seul que je n'avais pas encore enlevé, nous souriant, jeune, aveugle. Son cri s'est approfondi. Elle a frappé une fois de plus, puis encore, puis rien. J'ai attendu 10 minutes avant de me tenir. Une partie de moi pensait qu'elle serait toujours là-bas, bouclée sur le porche, essayant de creuser la sympathie du bois. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau, elle était partie. Tout ce qui restait était un morceau de papier plié sous le tapis et un léger péché de son parfum laissé dans l'air froid. Je n'ai pas lu la note ce soir-là. Je l'ai placée sur le comptoir de la cuisine non ouvert et je me suis versé un verre.
Le bourbon était lisse. Pas de brûlure cette fois, juste de la chaleur, de la clarté. Les gens me demandent parfois, des amis communs, de vieux collègues, même le barista qui passait notre ordre du matin partagé, que s'est-il passé pour Ava? Et je donne toujours la même réponse. Elle fait partie de mon passé. Non pas parce que je veux l'effacer. Pas parce que je souhaite sa douleur, mais parce que c'est laquelle appartient maintenant. Dans le rétroviseur. Le pouvoir de vous choisir de vous-même. Les couloirs pour les réponses qui ne sont pas venues par le texte. Porto. Scrapbook. Un sans légende, aucun souvenir emprunté à quelqu'un d'autre. J'ai recommencé à peindre. Rien d'extraordinaire, juste des acryliques et des pinceaux et un silence. Parfois, je n'ai même rien peint réel. Laissez simplement la couleur bouger. Laissez-le parler où les mots ne pouvaient pas. L'étoile borde mes murs maintenant, pas pour se montrer, juste pour me rappeler que la création pourrait provenir de la ruine. Je lui ai finalement pardonné. Pas avec un appel téléphonique, pas avec un SMS. Pas dans un grand moment de scène de film sous le ring. Je lui ai pardonné tranquillement au milieu d'un mardi, tout en pliant la lessive. Tout en souriant à rien en particulier. Je lui ai pardonné parce que je devais déposer le poids parce que le transporter signifiait qu'elle tenait encore de l'espace dans ma vie. Et je voulais revenir cet espace. Elle a pris tellement, ma confiance, mes plans, ma croyance en éternellement. Mais ce qu'elle ne pouvait pas prendre, c'était ma capacité à reconstruire. Elle ne pouvait pas prendre mes mains, mon esprit, mon rythme cardiaque. Et finalement, j'ai cessé d'essayer de prouver à quiconque, surtout moi-même, que je valais la peine de rester. Je savais maintenant que je vis simplement. Quelques plantes, un petit chien nommé Huxley, qui me suit de pièce en pièce comme si j'avais accroché les étoiles. Il ne se soucie pas de mon passé. Il ne se soucie pas de qui est parti. Il sait seulement que je suis à la maison. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit et je ressens cette vieille douleur. L'écho d'une vie qui était presque la pépinière que nous planifions. Le rire que nous partagions le dimanche matin. Mais la douleur ne pique plus. Il existe juste comme une cicatrice guérie sur mes côtes. Je le touche, je le reconnais, puis je roule et je me rendormir. La dernière chose qu'Ava m'a jamais envoyée était un message. Des mois après ce coup final, une photo de Caleb. Il souriait, assis droit dans une grenouillère jaune avec un motif d'ours en peluche. Sous la photo, il y avait une seule phrase. Il pose des questions sur vous. Je n'ai pas répondu parce que je ne suis pas un fantôme qu'elle peut invoquer lorsque la mémoire pique. Je suis un homme avec des limites, avec un avenir, avec une vie qui n'attend plus les excuses de se sentir entière. La dernière porte entre nous a fermé avec pas de drame, pas de cri, pas de baiser final. Il a fermé quand j'ai réalisé que je n'étais jamais le méchant. J'étais le survivant. Et parfois, l'amour le plus fort n'est pas celui qui se bat pour rester. C'est celui qui s'éloigne enfin.